En 2014, ma famille et moi avons décidé de quitter notre ancien appartement à Brooklyn pour nous installer dans les collines du Tennessee. Selon mes parents, la vie y était beaucoup plus simple. Ils avaient fini par détester la ville, et en vieillissant, ils se sentaient de plus en plus attirés par la tranquillité de la campagne. À cette époque, les billets d'avion coûtaient extrêmement cher, et nous n'avions pas beaucoup d'argent de côté. Alors mes parents ont décidé que nous ferions tout le trajet en voiture de New York jusqu'au Tennessee. Le voyage était long, mais après tous les road trips que nous avions déjà faits au fil des années, c'était tout à fait faisable. Nous avions tout chargé dans la voiture et commencé ce trajet d'environ 15 heures vers Gatlinburg, à 4 heures de Nashville. Nous étions déjà bien avancés dans le voyage, environ à mi-chemin, et il n'était pas question de faire demi-tour. Si je me souviens bien, nous roulions sur une route quelque part dans le Kentucky ou la Virginie occidentale, une longue route droite qui traversait l'État. Il était environ 1 heure du matin, lorsque je me suis réveillé en sentant la voiture ralentir progressivement jusqu'à s'arrêter. À moitié endormi, j'ai demandé à mon père pourquoi nous nous étions arrêtés, et c'est là que j'ai remarqué ce qui ressemblait à une personne allongée au milieu de la route. J'ai immédiatement compris que c'était une femme, probablement dans la quarantaine, avec des cheveux noirs et un pull. Mes parents étaient à la fois confus et inquiets. Mon père nous a ordonné de rester dans la voiture pendant qu'il descendait. Ancien militaire, son premier réflexe était toujours d'aider quelqu'un en détresse, tout en se préparant au pire. Ma mère et moi l'avons vu s'approcher de la femme, toujours immobile sur la chaussée. Lorsqu'il l'a retournée, il a aussitôt reculé. Même depuis la voiture, on pouvait voir qu'il paniquait. Il s'est mis à courir vers nous et remonté dans la voiture et est reparti immédiatement. Je n'ai eu qu'un bref aperçu en passant, mais ce que j'ai vu m'a suffi pour comprendre sa réaction. Son visage semblait figé de façon anormale, ses traits déformés, ses yeux grands ouverts, sa mâchoire mal alignée et son bras replié dans une position qui ne paraissait pas naturelle. La scène donnait l'impression que ce genre de violence dépassait ce qu'un être humain était capable d'infliger. La seule chose que mon père a remarqué qui pouvait éventuellement expliquer ce qui s'était passé était une étoile bleue peinte à la bombe sur la route, juste à côté d'elle. Nous ne savions pas ce que cela signifiait ni qui l'avait faite, mais avec le recul, ma famille a commencé à penser qu'il s'agissait peut-être d'un symbole lié à un groupe de criminels. Ça peut paraître fou, mais dans un moment pareil, difficile de ne pas chercher une explication. Il nous a fallu encore 3 heures avant d'atteindre la ville suivante. Mon père a enfin pu signaler ce que nous avions vu aux autorités. Nous ne connaissions pas l'emplacement exact, seulement qu'il s'agissait d'une route isolée au milieu de nulle part. Je ne sais pas si une enquête a réellement été ouverte, mais j'espère sincèrement que oui. 2 mois plus tard, je faisais défiler Reddit quand je suis tombé sur une publication consacrée aux disparitions mystérieuses et aux théories qui les entouraient. J'ai toujours été intrigué par ce genre de sujet, alors j'ai cliqué. Le post contenait plusieurs photos et vidéos évoquant différentes pistes. En parcourant les images, je suis tombé sur quelque chose qui m'a glacé le sang. Une étoile bleue, exactement la même que j'avais vue cette nuit-là. Cette fois, elle avait été peinte sur l'écorce d'un arbre. Le titre du post disait quelque chose comme « Symbole étrange découvert lors d'une randonnée ». Les commentaires étaient remplis de théories. Certains parlaient de tueurs en série, d'autres de rituels liés à une secte. Et il y avait même des personnes qui évoquaient des explications complètement improbables. Ce qui revenait le plus souvent, cependant, c'était l'idée qu'il s'agissait d'un groupe surnommé les Tueurs à l'étoile. Toutes ces hypothèses semblaient possibles, mais je n'avais aucune envie d'aller plus loin dans mes recherches. Ma famille n'a jamais reçu de nouvelles concernant cet incident, et honnêtement, nous n'en attendons plus. Si quelqu'un a davantage d'informations sur ce symbole ou sur ce groupe présumé, j'espère que cela sera partagé, afin que d'autres puissent être avertis.
En 2007, j'ai fait un voyage dans l'Ohio pour rendre visite à un ami qui venait de déménager là-bas pour ses études. Pour ma part, j'étais resté dans ma ville natale, car je n'avais pas les moyens d'étudier hors de l'État. Et honnêtement, je n'en avais pas spécialement envie non plus. L'ami que j'allais voir faisait partie de mes meilleurs amis au collège et au lycée. Le genre de personne sur qui on peut toujours compter. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et cet été-là, il avait quitté la région. Avec les vacances d'hiver qui arrivaient enfin, j'ai décidé d'en profiter pour aller lui rendre visite. Pour situer un peu, je vivais en Caroline du Nord, ce qui voulait dire pas mal d'heures de route. Ça ne me dérangeait pas, au contraire. J'ai toujours aimé les road trips. Je les trouvais même apaisants, c'était du temps pour moi. J'aimais m'arrêter dans différents états, visiter des endroits au hasard, ou simplement me garer sur le bas-côté pour prendre des photos des paysages. Tout s'est passé le soir du premier jour de route. Je roulais sur l'Interstate 75, dans le Kentucky, quand j'ai aperçu un panneau indiquant une aire de repos à la prochaine sortie. J'avais faim, et il me restait encore plusieurs heures de trajet, alors je me suis dit que ce serait une bonne idée de m'arrêter. Il faut préciser que j'étais dans une zone très rurale, des kilomètres de route, rien d'autre à l'horizon. Je prends donc la sortie et j'arrive sur l'aire de repos. Espérons trouver quelque chose de chaud à manger. Il n'y avait aucune autre voiture, et seulement 2 bâtiments visibles. L'aire de repos elle-même et une vieille station-service. Je sors de ma voiture et je regarde immédiatement que la station semblait fermée. Je regarde l'heure, il était environ 15h30. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange pour une station de fermer aussitôt. En regardant à l'intérieur, je me rends compte qu'elle était fermée depuis un bon moment. Il n'y avait presque rien, seulement quelques étagères déplacées et quelques bouteilles cassées. C'était clairement abandonné, ce qui m'a un peu déçu. Je m'apprêtais à repartir quand j'ai aperçu une tête dépasser derrière le bâtiment de la station. La personne ne se montrait pas complètement, mais je voyais bien qu'elle m'observait en essayant de rester cachée. J'ai fait un petit signe de la main pour montrer que je l'avais vue, mais il n'y a eu aucune réaction. Alors que je retournais vers ma voiture, l'homme est finalement sorti de derrière le bâtiment. Il semblait avoir entre 40 et 50 ans et n'avait pas un air très engageant. C'était un peu étrange, mais je ne me suis pas senti directement en danger. J'ai simplement supposé qu'il s'agissait de quelqu'un vivant là de manière précaire. Sur un ton calme, je lui ai dit que j'allais repartir et je le laissais tranquille. Ça a semblé suffire, car il est retourné derrière la station, hors de vue. Je remonte dans ma voiture, reprends la route, et environ 20 minutes plus tard, mon véhicule commence soudainement à faire un bruit aigu avant de s'arrêter complètement. En pestant contre ma malchance, je me gare sur le bas-côté, et je descends pour voir ce qui n'allait pas. Ce que j'ai découvert m'a glacé. Les 4 pneus avaient été lacérés, tous, sans exception. J'ai immédiatement compris que quelqu'un avait fait ça pendant que j'étais occupé à regarder la station-service. Mes pneus étaient de bonne qualité, résistants. Ce n'était clairement pas un accident. J'ai appelé la police, ma voiture a été remorquée jusqu'à un garage non loin de là, et j'ai dû attendre près d'1 heure pour faire remplacer les pneus avant de pouvoir reprendre la route et terminer mon trajet. Les policiers m'ont dit qu'ils allaient vérifier l'aire de repos, mais que la personne responsable avait déjà disparu. J'ai su à ce moment-là que ce qui était arrivé à ma voiture avait très probablement un lien avec l'homme que j'avais vu plus tôt. Le reste de mon voyage s'est déroulé sans incident, et j'ai pu voir mon ami comme prévu. J'ai raconté cette histoire à beaucoup de gens par la suite, et certains pensaient qu'il s'agissait simplement de personnes ivres ou de squatteurs. Je ne saurais jamais quelles étaient leurs intentions, ni ce qui aurait pu arriver si j'étais resté plus longtemps. Une chose est sûre, cependant. Je suis très reconnaissant d'avoir quitté cet endroit quand je l'ai fait. Depuis ce jour, j'évite autant que possible les aires de repos isolées et je fais toujours beaucoup plus attention à ma voiture. Quand j'étais en 4e, mon père a cassé sa tirelire et s'est offert la voiture de ses rêves.
J'étais beaucoup trop jeune pour conduire, donc je ne me souviens pas des détails techniques, mais l'idée générale, c'est qu'il a acheté une BMW Z4 décapotable. Elle était argentée de partout, avec des touches de chrome et de verre. Une vraie beauté. Et sous le capot, il y avait de la puissance. La première année où il l'a eue, il a voulu partir en road trip avec moi. Pour fêter ça, pour se rapprocher et aussi pour rôder la nouvelle voiture. Il m'a même dit qu'il me donnerait quelques leçons de conduite. Franchement, ça avait l'air génial. Dès que l'école a été finie cette année-là, on a fait nos sacs et on est parti pour environ une semaine. On ne pouvait pas mettre grand-chose. Si vous n'en avez jamais vu, cherchez Z4 sur Google. C'est vraiment une petite voiture. Mais c'était fun. On avait une idée assez claire de l'itinéraire, parce qu'on avait plus ou moins planifié le truc depuis 1 mois ou 2. D'abord, monter vers le nord. Ensuite, filer vers l'ouest. Puis redescendre par la route côtière en Californie. Mon ami de la musique à fond parlait de la vie, racontait des histoires du bon vieux temps. Des trucs père-fils classiques. On s'est aussi lancé des devinettes et des blagues, ce que j'adorais. On a traversé des paysages incroyables, surtout des canyons et des vallées, dans le sud-ouest et le nord-ouest pacifique. C'était magnifique. J'ai kiffé chaque minute. Et on s'arrêtait tout le temps. Moi, j'étais un gosse en surpoids en grandissant, donc j'adorais tout ce qu'on trouvait dans les stations-service. Chips, beef jerky, soda, burger ultra gras, tout. D'autres fois, on prenait des hôtels plus sympas. Et là, mon père nous emmenait dans de meilleurs restos. Ce contraste nous allait bien, ça semblait satisfaire tout le monde. Un soir, on est arrivé dans une ville de taille moyenne. Impossible de me souvenir du nom. Litchfield, Leabrook, un truc comme ça. C'était une des étapes où on s'était offert un bel hôtel. On a profité de la piscine, puis on a traîné un peu dans le centre-ville. Je me souviens qu'on matait les filles, littéralement. Chaque femme qu'on croisait était plus belle que la précédente. Je me rappelle que mon père m'a dit « Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau ici, fiston. Demain, tu vas peut-être prendre la route tout seul. » Après un bon dîner et une petite balade, on est retourné à l'hôtel. Et j'ai senti que quelque chose clochait dès qu'on est arrivé. Il y avait un petit groupe rassemblé près de quelques voitures garées. Mon père n'a pas bronché, n'a rien dit, donc j'ai fait pareil. Je ne voulais pas avoir l'air d'un gamin et techniquement, il ne se passait rien de visible. Mais c'était étrange. Je me souviens avoir gardé un œil sur eux pendant que je refermais la porte derrière nous et que je tournais le pêne jusqu'au verrouillage. On était au rez-de-chaussée. Enfin, tout l'hôtel l'était, donc ce n'était pas non plus un palace. Pas de sécurité particulière. Une porte d'hôtel standard, système classique avec verrou, chaîne, grande vitre près de la porte avec les rideaux tirés, rien d'exceptionnel. On s'installe. Je mange des M&M's aux cacahuètes. Un autre classique de nos road trips parce que c'était le bonbon préféré de mon père. On regardait des rediffusions de Seinfeld quand j'ai entendu les premiers cris dehors. J'ai tourné la tête et j'ai jeté un coup d'œil. Mais mon père, lui, continuait à regarder la télé comme si de rien n'était. « Tu crois qu'ils sont juste bourrés dehors ?» Je lui ai demandé. « Ce n'est pas nos affaires. » C'est tout ce qu'il a répondu. J'ai hoché la tête et j'ai eu l'impression d'apprendre une leçon de vie. Vers 21h, on était claqués, donc on s'est dit qu'on allait dormir. Le bordel dehors semblait s'être calmé et on voulait repartir vers 6h ou 7h du matin pour rester dans les temps. Donc s'endormir tout de suite avait du sens. On a fait notre routine puis on s'est couché. Sauf que moi, je n'arrivais pas à dormir. Mon père, lui, a cette capacité magique de s'endormir n'importe où à n'importe quel moment, peu importe ce qui se passe. Il ronflait comme un tracteur. Et dehors, j'entendais les voix qui recommençaient à monter. Mon anxiété était amplifiée par le fait que j'étais seul, ou du moins le seul réveillé. Quand tu es le seul à entendre ce qui se passe réellement, tout te paraît pire. Au début, ça ressemblait à un simple groupe de gens qui boivent et rigolent.
Puis quelque chose a changé. Au lieu de se marrer, les voix se sont tendues. Ça devenait agité, puis franchement agressif. Je regardais l'heure. Vers 22h30, ça commençait à s'envenimer. À 23h30, ils se hurlaient dessus. J'entendais même quelques personnes essayer de calmer la situation, mais ça partait en vrille. Et d'un coup, les ronflements se sont arrêtés. Mon père s'est levé d'un bond. Il a enfilé un t-shirt, est allé à la fenêtre, a écarté un peu les stores. Moi, j'avais les yeux entr'ouverts. Je voyais son expression. Il gardait un visage totalement neutre en observant. Mon père était un ancien marine. Et honnêtement, on avait tous entendu des rumeurs en réunion de famille, qu'à l'époque, jeune, il aurait tué un homme dans une bagarre de bar et aurait quitté la ville juste après. Faute de preuves, il n'aurait jamais été inquiété. Je ne sais pas si c'était vrai, mais la légende existait. « Il se passe quoi dehors, papa ?» j'ai demandé. « Juste une bande de bourrés », a-t-il lâché. Il était sobre depuis quelques années, et il avait une haine particulière des gens qui se mettent minables en public. En gros, c'était un dur, et des inconnus venaient de le réveiller en pleine nuit. Toute la peur que j'avais ressentie a fondu très vite. Les voix dehors montaient encore. Mon père n'a pas hésité. Il a enfilé un short, ses chaussures, puis il s'est dirigé vers la porte. « Il y a une arme sous mon oreiller. » Il m'a dit. « Surveille et n'ouvre à personne. » Et il a disparu dans l'obscurité. Je me suis levé immédiatement et j'ai collé mon épaule à la fenêtre. Il y avait ces gros rideaux épais, presque comme une couette. J'en ai écarté un coin et j'ai regardé avec un seul œil. J'avais bien identifié les bruits. C'était une petite fête sur le parking, au fond, loin des chambres. Il y avait un camion qui semblait appartenir à une entreprise de voirie ou de maintenance routière. Cône à l'arrière, gros autocollant sur le côté. Un camion de boulot évident. Mon père s'est approché d'eux en restant dans les zones sombres, en longeant le bâtiment, en évitant les endroits visibles. Puis seulement quand il était pratiquement sur eux, il s'est montré. Le groupe a sursauté puis s'est calmé, plus ou moins. Je n'entendais pas les mots, mais je voyais mon père parler, faire des gestes vers notre chambre puis vers sa voiture. Tout le monde hochait la tête. Et ensuite, il a dit bonne nuit. Mon père avait un côté flic dans son attitude. Les gens l'écoutaient naturellement. Il est revenu, a mis la clé, est entré puis s'est assis sur le lit. Voilà pour la bonne nuit de sommeil. Il a soupiré en regardant son téléphone. Essaie de te rendormir, ça devrait aller maintenant, fiston. Et j'ai essayé. J'étais épuisé, je tombais de fatigue. Il devait être bien passé minuit. Mes yeux me brûlaient. Avec le silence revenu et mon père là, je me suis enfin endormi. Je ne sais pas combien de temps. Mais j'ai eu l'impression que quelques secondes plus tard, j'étais réveillé en sursaut par quelqu'un qui cognait violemment à la porte. Je me suis rappelé ce que mon père avait dit. Ne pas ouvrir à qui que ce soit. Pourtant, dans ma tête, j'ai cru qu'il était encore dehors, que je venais juste de m'assoupir pendant qu'il parlait au groupe. J'ai bondi du lit et j'ai foncé vers la porte. Une main lourde s'est posée sur mon épaule. J'ai sursauté. Je me suis retourné. Mon père était assis sur le bord du lit. « Je suis là, tout va bien. » Il m'a assuré. Il essayait d'avoir l'air confiant, mais je sentais qu'il était un peu secoué aussi. Celui qui était dehors continuait à frapper et à crier à travers la porte. « Aidez-moi, s'il vous plaît, il faut que vous me laissiez entrer !» Et derrière lui, on entendait les mêmes voix que tout à l'heure se rapprocher dans le couloir et sur le parking. Mon père a pris son pistolet, est allé à la fenêtre, a regardé. Et ce qu'il a vu ne lui a pas plu. L'homme dehors a aperçu mon père à travers la vitre, et il s'est mis à taper sur la fenêtre en suppliant. « S'il vous plaît, ils vont me tuer dehors, s'il vous plaît !»« Qu'est-ce que t'as fait ?» a crié mon père à travers la vitre. Puis il s'est tourné vers moi, a pointé son téléphone du doigt. « Appelle le 911. »
Rien que le mot « tuer », c'était suffisant pour appeler la police. J'ai pris mon téléphone. Et avec ma confiance d'ado un peu stupide, j'ai composé le numéro, sans appuyer sur appeler. Au lieu de ça, je me suis levé, je suis allé à la fenêtre avec mon père et j'ai regardé dehors. On voyait un petit groupe arriver derrière l'homme qui suppliait. Le même groupe de tout à l'heure. Et moi, je ne reconnaissais pas vraiment ce type. Il était habillé différemment du reste. C'est là que j'ai vu le logo sur ses vêtements. Le même que celui du camion de chantier au fond du parking. « Papa, je crois que c'est son camion !» J'ai murmuré en pointant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il m'a lancé. Très vite, j'ai essayé d'expliquer. Ce gars tentait sûrement juste de rejoindre son camion de travail et les bourrés avaient décidé de s'en prendre à lui. Je n'étais pas certain, mais sur le moment, ça collait. Mon père a pointé l'homme qui semblait prêt à se mettre à taper dans notre porte et il a crié « C'est ton camion là-bas ?»« Oui !» Mon père a aspiré un coup sec entre ses dents. Il a déverrouillé, a ouvert la porte d'un coup, mais il n'a pas laissé l'homme entrer. Il s'est planté dans l'encadrement, comme un mur. Il a levé le pistolet à hauteur des yeux, bien visible, pour que tout le monde le voie. L'homme a quand même essayé de forcer pour passer, mais mon père ne bougeait pas. Il a hurlé au groupe. « J'ai appelé la police !» Et là, j'ai réalisé que je ne l'avais pas fait. Mais l'effet a été immédiat. Le groupe s'est calmé et j'ai vu les gens reculer, partir, se disperser. L'homme a glissé le long du mur extérieur et s'est affalé. Puis il a commencé à expliquer. Il dormait dans une chambre à quelques portes. Il avait bu quelques bières, puis il était revenu à l'hôtel assez vite. Il avait remarqué du remue-ménage autour de son camion. Il était en ville pour un chantier. Il ne voulait pas qu'on touche à son matériel. Il a demandé poliment qu'il s'éloigne de son véhicule. Sauf que tout le monde avait déjà trop bu. Les mots sont montés et ça s'est transformé en dispute. Il s'est retrouvé seul contre un groupe. Il a dit qu'il avait réussi à se frayer un passage en donnant quelques coups, mais qu'il l'avait quand même frappé. Et pendant la bagarre, sa clé de chambre était tombée de sa poche. Il a fini par courir de porte en suppliant qu'on le laisse entrer pendant qu'il le poursuivait. Ça, c'était la version partielle, parce qu'après, la vraie histoire est sortie. Le veilleur de nuit avait aperçu une partie de la scène depuis son bureau, et lui, il avait réellement appelé la police. Les voitures sont arrivées sans prévenir, exactement comme mon père. Elles se sont glissées sur le parking sans phare, sans sirène. Elles ont repéré ceux qui n'avaient pas encore fui. Et là, on a appris. Le gars du camion avait bu dans un bar pas loin, et le groupe aussi. Ils s'étaient embrouillés. Le barman les avait virés, puis ils avaient traîné dans les rues en parlant fort. Ils ont reconnu le camion sur le parking de l'hôtel, sont allés acheter un pack de bière et ils ont littéralement fait une fête autour de son camion en attendant qu'il revienne, juste pour avoir le dernier mot. Sauf que cette fois, il n'y avait plus de videur pour calmer. Le gars s'est retrouvé encerclé, a compris qu'il était seul et il s'est mis à courir, jusqu'à frapper chez des inconnus pour demander de l'aide. Quand les policiers sont arrivés, tout le monde s'est tu. Certains ont détalé. Ceux qui ne l'ont pas fait ont été retenus et interrogés. Mon père et moi, on n'a pas eu à faire de déposition. Et comme ce n'est pas moi qui avais réellement appelé, on a juste refermé la porte et on s'est recouché. La seule personne qui a dû finir embarquée, c'était le gars du camion. Parce que son véhicule était encore là le lendemain matin quand on est parti. Several have already been proclaimed since the start of our journey. Ding! The higher our infamy, the harsher the edicts, and the more challenging the world becomes. It's a sign that Brensis is vigilant and reacts to our actions in Vale Sangora. Infamy reflects how much we disrupt the operations of Brensis's followers. Let's take a closer look at one of his officers, Ambrose.
In the right corner of the screen, we can see his level of aggression towards us. 0. When it reaches its peak, a new quest line is unlocked, influencing the story and shaping our future cool. confrontation with Brensis. As you No, Ben, it's not that convoluted. It's more like as you go around in the world